Je vais donc évoquer la figure de Christian Dufourquet. Tu parles toujours de la mort et tu ne meurs pas, et pourtant je vais mourir. Ce que je dis est précisément mon dernier chant. Le chant de l'un est plus long, celui de l'autre est plus court. La différence ne peut jamais être que de quelques mots, écrit Kafka. Christian Dufourquet est mort à l'heure bleue dans la touffeur du mois de juillet. Cet homme solitaire et discret aimait les mots. Sa vraie vie étant lire, lire encore et écrire, cramponné pendant des heures à sa table de travail, comme accroché par les dents à un bout de bois ballotté dans l'immensité. C'était pour lui la seule façon de résister. Ce n'était pas un choix, pas un devoir, pas une mission, mais une nécessité. Dans Flamboyant crépuscule, livre prémonitoire s'il en est, il écrit « Résister, il doit résister, et s'effondrer dans le même mouvement. Rien ne reste, ou restera, mais il doit continuer. De tomber s'il le faut alors qu'il a peur de tomber, c'est comme aimer quand l'un s'en va et l'autre se vautre dans une absence qui est autant la sienne que celle d'un autre. Il pleure, il crie, survit en protestant dans son sommeil de son allégeance à une sorte d'amour éternel et menteur, comme on cueille en rêve un bouquet de pleurs avec la main osseuse d'un mort. Écrire pour lui, c'est pareil. C'est à son âge savoir que la vie s'en va et suffoquer entre deux phrases au fait concret de mourir. Ou bien c'est à 20 ans croire que l'on meurt comme on vit, que vivre et mourir, c'est du pareil au même et que les mots sont là pour le dire. Dans l'entre-deux, c'est vivre sans mourir, sur une scène où il n'y a personne, aucun public, et le rideau écarlate qui tombe d'invisibles combles, coupant en deux le cerveau du créateur, seul acteur d'une scénette qu'il joue sans rien comprendre pour les morts. Il a eu le plaisir de toucher ce livre grâce à Gilles Nadeau, qui fit sortir ce recueil en mai, dernière petite vanité pour son cœur. La littérature démystifie, désencombre, fait place nette, expulse les faux sans salut, y compris les mirages de l'art, des images, si presque à son insu elle conduit au bord de l'abîme, c'est-à-dire là où pourrait survenir dans le tragique ou son contraire, le renouvellement. Il y a peu de choses aussi belles que les départs dans les récits de Kafka. L'air est serein, l'élan matinal, la résolution d'acier, la volonté de lutter contre une vague menace environnante, une fêlure possible, indiscernable. Kafka fut le compagnon de route de toute sa vie, le modèle inatteignable. Christian Dufourquet, jeune, vit de longues années en Afrique, continent qui lui offre un vaste champ d'images, du désert aux forêts, tous ces paysages, ces hommes dans la pénombre, cette magie des nuits africaines, ces voix, ces rires dans le soir. Il écrit de la poésie, l'art de la fougue, de l'énergie, des rêves. Il est édité par Guy Chambellan, Le jeu la nuit, dernier recueil dont le titre fut choisi par Maurice Nadeau. Gilles Nadeau. D'ailleurs, signe ses adieux au monde de la poésie, sport à ses yeux de la jeunesse. Alors je vais vous lire un poème de Je la nuit, à une passante. Du haut des 6 étages que mesure le trou de nuit et de silence que tu auras traversé, je chanterai ton corps en morceaux, désarticulé, je chanterai ta chute. Tu ne m'empêcheras pas de la chanter comme je ne t'ai pas empêché de tomber. Je chante le sang, l'écharpe souillée et la jupe relevée,
sur le rebond de la fesse égratignée, et puis la jambe comme un sac vide, et l'autre comme une équerre de non-sens broyé sur son angle, et aussi l'œil mi-clos et plein d'une couleur de neige fondue. Je chanterai des images qui te referont chuter les mots, qui me font tomber avec toi, mais sans le thorax écrasé, le cadavre sans repos, avec la main posée comme une patte, inerte et la chair déjà grise, effripée, comme celle d'un mort-né dans le temps qui ne s'est pas arrêté, dans l'espace qui ne s'est pas solidifié autour d'elle, ne l'a pas bercé l'oiseau, sans ailes, qui s'envolait vers un ciel tellement contraire à ce qu'il en est resté un petit tas de rien, tordu par terre, dans le simple appareil de son corps disloqué si loin de moi qui ne chante ici dans l'espace intermédiaire que l'infamie de rester en vie avec ce goût d'ombre enchâssé dans le calice de ma bouche si refermée. Il est difficile de parler de Christian Dufourquet sans évoquer ses relations privilégiées avec ses éditeurs. Relations fortes, intenses. Il entretient une correspondance avec eux, que ce soit avec le mélancolique et si cultivé Guy Chambellan en poésie, puis le grand Maurice Nadeau, découvreur de tant de grands écrivains, qui publie 4 de ses recueils, le 5e par Gilles Nadeau. Il les admirait, les estimait, flatté d'être édité par eux. Le Francemania fut un moment de grâce quand, sur un répondeur, Maurice Nadeau, avec cette voix si particulière, après avoir lu le manuscrit, lui dit « C'est du Schubert !» Il fut publié par les éditions L'Arachnoïde et Le Soupirail pour son À la cave comme au ciel. Ce texte, Francemania, se présente comme un roman, décision insolite pour évoquer Kafka qui habituellement croule sous les acharnements savants de la critique littéraire, philosophique, théologique, psychanalytique. Ce livre met en scène l'une des convictions les plus radicales de Kafka: celui qui cherche ne trouve pas, celui qui ne cherche pas est trouvé. Anne Thébault, dans la quinzaine littéraire, à propos du livre « Nous ne cessons de dire adieu », intitule son article « L'ardente tâche de vivre ». Elle dit « S'il fallait comparer le timbre de Christian Dufourquet à quelque chose connu, on penserait aussitôt aux images en clair-obscur du miroir de Tarkovsky ou encore au tableau de la toute dernière période de Zoran Music. Reflet du monde assourdi par la certitude de mourir et l'incontournable réalité des limites auxquelles se heurte l'esprit. Et s'il est une lumière à cette écriture du dedans, elle ressemble à celle d'une veilleuse dans les ténèbres. Même l'Afrique, continent particulièrement présent, appartient au domaine des ombres. Par sa présence verbale, Christian Dufourquet reconquiert le monde en homme debout. Je me souviens d'ombres sur la route, de silhouettes dans la brume, de la fumée vert sombre, des feuillages. Je me souviens d'arcades, de terrains vagues, de broussailles. Je me souviens d'un accostage sur un quai désert. Je revois des gamins dans l'eau, l'ombre qui peu à peu envahit la Seine, la nuit légère,
la mer paisible, un autre matin. Je me souviens d'un bar de nuit avec les tables comme des barques immobiles. Je me souviens de ruines et de nuages, du vide entre toutes choses, d'une forêt sous un ciel noir. Je me souviens du livre Mourir, dormir, tuer peut-être, publié par Maurice Leblanc. Ah, Christian Dufourquet, tu es là, toujours là, et comme tu le dis, quelques secondes de joie pour une vie d'ennui et de malheur. Je le dis en pensant à tous ceux et celles qui s'endorment en rêvant d'un ailleurs qui passe comme un souffle, une ombre, un parfum dont il ne reste rien au réveil. Il faut savoir qu'en Afrique, les flamboyants fleurissent avant la pousse des feuilles. Et c'est ainsi que d'un coup, au matin, toutes ces fleurs de sang se posent comme des papillons sur les arbres. Flamboyant au crépuscule, ce livre testamentaire annonce le jeter de rideau sur sa chair et son écriture. Il finit par cette note. Peu importe ce soir ou ce matin, contre qui on se blottit ou pas. Une présence ou une absence placée à l'avant-garde d'une longue file d'âmes presque mortes qui envahissent et éloignent de ce corps qui se tasse, de cet esprit qui fuit, mais en si bonne compagnie que c'est bonheur d'écrire, ne plus écrire, finir, enfin, finir, s'effacer. Adieu, Christian. Et merci, Christian Dufourquet, pour tout ce que tu te donnes à lire et à relire. Paul Celan, qu'il aimait tant, dit « Un rien, nous étions, nous sommes, nous resterons. En fleurs, la rose de rien, de personne. » Un petit film vous a un entretien, que dis-je, un portrait fait par Mahmoud Chokrolahi et Vania Chokrolahi. Un pas, un mot va vous être montré où Christian Dufourquet s'exprime sur la poésie. Merci. Ils font demi-tour les voyageurs, mais ils ne reviennent pas. L'exil leur chemin, le ciel où prend sa source, leur ombre qui s'étire dans la poussière d'une vérité inaccessible, mais qu'ils poursuivent. Ils marchent à rebours du temps, déchiffrant sur une pierre un nom presque illisible. Ils cherchent dans la mort un passeur qui les reconnaisse, mais il n'y a personne dans la nuit d'autrefois. Cependant, ils vivent entre ici et nulle part, sur une terre de hasard. Leur ombre s'efface, identique à une vague, à un pas, à un mot qui ne veut plus rien dire.
souvent écrit des poèmes en voyage. Quand j'ai 30 ans, 35 ans, c'est là que j'écris quelques recueils de poèmes. La poésie, c'est quand même un acte brutal, très rapide. D'abord, il y a le condensé de la forme. La poésie, c'est un objet que l'on pose, etc. Le roman, c'est la construction du monde, d'un monde en tout cas. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé, je vois une distinction plus intéressante. La poésie, pour moi, elle est liée à l'espace. C'est un bloc d'espace. Le roman, il a fondamentalement à voir avec le temps, la durée. Indépendamment de la longueur. Il y a des très longs poèmes, bien sûr, et des très courts romans. Et puis je pense aussi que la poésie, c'est une affaire de jeunes gens. Ce moment, quand on a 20 ans, 30 ans, on va dévorer l'espace toujours. Et à un moment donné, ça s'arrête. D'ailleurs, je crois pas aux vieux poètes. Pour moi, la poésie, il faudrait interdire de poésie toute personne supérieure, qui a un âge supérieur à 40 ans. Après, il y a du Boucher, tout ça, ils peuvent se répéter à l'infini. C'est facile d'écrire un poème et puis un autre, à la manière d'eux. On se copie soi-même, c'est absolument impossible. Enfin, pour moi, c'est inimaginable. Parce que son champ est limité? Oui, le champ est limité parce que quand on vieillit, de toute façon, le champ se rétrécit. Et donc, il reste quoi dans le champ? Ce qu'on a écrit avant. Et donc, on va se répéter, tout simplement. On n'a plus la force d'avaler l'espace. L'écriture, pour moi, c'est une alchimie, c'est quelque chose de mystérieux. C'est un courant d'ombre qui me traverse, mais où je prends une part médiocre. Voilà. Qu'est-ce que l'écriture pour moi? On pourrait dire que j'ai un engagement personnel, un style. Quelquefois, je peux comparer ça à quelqu'un qui tombe sur un cheval dans un pré, qui s'approche de lui. Il a les rênes à son poignet, et puis le cheval démarre, et le type est traîné derrière le cheval. Voilà. Donc la force, c'est le cheval. Ça passe à travers moi, puisque je suis traîné derrière, si je puis dire. Mais voilà. Alors le pré, c'est en fait, on dira que c'est la littérature en général, c'est la lecture. C'est-à-dire que je ne pourrais pas vivre si je n'ai pas de livres autour de moi. C'est en cela que je ressemble au vieux débris que je décris dans ce roman. Donc c'est plutôt, à ce moment-là, on pourrait dire que cette force, ce cheval, c'est plutôt la littérature en général, les auteurs que j'admire par-dessus tout, Kafka et d'autres. Et donc là, en effet, en les lisant, il y a quelque chose, c'est ce qui me permet de vivre. C'est ce qui me permet de vivre. Je n'imagine pas un monde sans livres autour de moi. J'ai déjà passé 5 jours dans le désert, bloqué à une frontière, au sud du Sahara, jadis, et j'avais un livre dans ma poche, et je pouvais attendre la nuit des temps. Pour la prose, quand on est devant Kafka ou Proust, on se dit, mon Dieu, que faire? Et je ne sais pas, je pense que dans tous mes livres, il y a toujours de toute façon des livres, la littérature. Tout à l'heure, je parlais du début du pressentiment du courant sous-jacent. C'était par Bernanos et Rimbaud. En quelque sorte, il me donnait cette force, il me donnait ce talent de continuer à écrire petit à petit. Voilà. Alors pourquoi j'écris plutôt que pas? J'écris quelques phrases comme tout le monde, et puis à un moment donné, il y a sans doute, je ne sais quoi, un appel, quelque chose.
venu du fond des siècles, qui me fait écrire. J'ai dormi dans des baraques en planches, au toit qui fuyait, dans des cubes de béton couverts de tacs délavés et posés sur le bord des gares de triage désaffectés, urinant au petit matin sur un enchevêtrement de rails rouillés et fuyants, sous les herbes hautes, dans toutes les directions d'un monde qui n'existait plus. J'ai aussi trouvé refuge dans des corps de ferme abandonnés où se balançait l'ombre des pendus anciens ou nouveaux, accrochés à la même corde qui traverse les siècles, tressés avec des bouts de dettes, des bouts d'enfants morts et de femmes délaissées, des bouts de mauvaises récoltes, de bêtes crevées et de machines en panne qu'on ne peut réparer. Un jour, j'en ai dépendu un de paysan qui se balançait au fond d'une grange. Il pleuvait. Le chemin menant à la ferme n'était que ruisseaux qui se rejoignent, et moi, je pataugeais. La nuit était proche, mon manteau trempé. J'ai vu un corps de ferme au loin, et j'ai coupé à travers champs pour m'y abriter. Parfois, cela se passait bien, parfois j'étais chassé, mais j'avais bon espoir d'être accepté tel que j'étais, barbu, la tignasse folle, avec mon manteau boueux et mes godasses trouées. Nul bruit quand je me suis approché. Aucun chien n'aboyait sous la pluie qui tombait à verse. J'ai couru sur les derniers mètres, me suis précipité dans une grange ouverte, et c'est là que j'ai vu le pendu, oscillant dans une clarté sale qui semblait suinter des murs. Les mains sur les genoux, j'ai repris souffle, content d'être au sec dans la remise de Dieu. J'ai pensé absurdement. Et dans la remise de Dieu, il y avait ce pendu qui oscillait, sans qu'il y ait le moindre souffle de vent. Et je me demandais pourquoi il balançait encore. Sans doute était-ce dû à la poussée violente et récente de ses jambes sur le bâti rouillé de la machine d'où il s'était lancé, la poussée d'un corps qui veut mourir et qui n'accepte pas d'attendre plus longtemps. Je voyais qu'il était mort, les yeux révulsés, la langue épaisse et pendante comme celle d'une vache hors de ses lèvres retroussées. Je me suis aperçu qu'en effet, à travers même la mécanique des phrases qui s'enchaînent et qui s'étirent, des pensées peuvent survenir ou peuvent se faire jour à travers les phrases, alors qu'il n'y a pas le temps dans le poème. Il n'y a pas le temps, c'est vraiment un bloc contracté et brutal. Et donc il y avait une espèce de liberté. Finalement, j'ai peut-être ressenti un espace de liberté dans la prose, alors que dans le poème, c'était plutôt une nécessité. Dans la prose, il y avait cet espace de liberté, avec ces images qui se chevauchent, qui arrivent là comme ça, et qui finalement forment un tout. C'est peut-être la promenade immobile de l'écrivain nomade, hein, c'est-à-dire que, en effet, chez moi, il n'y a jamais de plan préétabli. Je n'ai jamais en tête donc ce que je vais écrire, donc je laisse glisser les choses, et comme je l'ai dit l'autre fois, à un moment donné, ça passe ou ça casse. À un moment donné, s'il y a quelque chose qui brutalement vous interpelle et vous attire, et vous dites tiens, ça y est, il y a un rythme, il y a quelque chose qui se fait jour, et je vais suivre ce chemin, Donc c'est un promeneur sur un sentier non balisé. Hein. C'est un promeneur en fait qui invente son chemin au fur et à mesure de ses pas. C'est ça, écrire un roman en tout cas pour moi.
Je pense que tout le monde peut écrire, évidemment. Tout le monde peut écrire. Après, il faut trouver sa voix. C'est cette voix intérieure, en effet, mais qu'on ne peut pas, soi-même, qu'on ne peut pas analyser. C'est ce qu'on appelle un style, par exemple. Si je lis tes livres, je reconnaîtrai tout de suite ton style, ton être propre. Comme moi, par exemple, que ce soit sur une lettre, un poème ou des phrases, je pense qu'on peut reconnaître mon style, c'est-à-dire, comment dire, la griffure de ma présence sur un support. Et c'est en effet, par contre, c'est la présence entière qu'il y a dans l'écriture. Je n'ai pas dit que c'était quelque chose d'évanescent. Je pense que c'est ce qui est au plus profond de soi. Mais comme on se montre très souvent, et comme tout ce qui nous est important nous est souvent caché, ce qui sort, c'est ce qui nous est caché. C'est pour ça qu'il est très difficile d'analyser le processus d'écriture. Je suis sans doute plus Christian Dufourquet dans mes textes que dans ma vie courante. Voilà. Et qui est Christian Dufourquet dans un texte? C'est quoi? Cette espèce de griffure de quelques mots dans le néant. Le signe de sa présence sur Terre. Et il faut aussi que je dise quelque chose de quelqu'un de très important. C'était le frère de ma mère qui était curé et qui était lui un fin lettré. Cet homme d'ailleurs il apparaît dans un chapitre, Louis, et fut très très important pour moi, pour me dessiller les yeux, pour les ouvrir un peu quand même. Je dirais jamais que je me suis fait tout seul. Même si, d'un point de vue lecture, je suis un parfait autodidacte, c'est-à-dire que je suis allé piocher partout, à droite, à gauche, tout ce qui me plaisait. Mais cet homme a été vraiment essentiel pour cela. Avec une santé qui a toujours été très chancelante, j'ai quand même... je n'ai pas regretté ma vie. Je n'ai pas regretté ce que j'ai vécu. Je n'ai pas fait d'erreur tragique, en quelque sorte, où je me sois plié à une règle commune et où j'ai été malheureux. Non. J'ai plutôt finalement bien mené ma barque à la godille. Malgré tout, j'ai bien mené ma barque. Donc si je meurs bientôt, ou demain, ou dans 1 an, ou dans 10 ans, je n'aurai pas de regrets. Je n'aurai pas de regrets. Les jeunes gens parlent beaucoup de la mort. C'est très facile de parler de la mort quand on est jeune. Et plus les gens vieillissent, plus ils évitent de s'approcher de ce concept. Ils sont beaucoup plus prudents, parce que c'est plus proche aussi sans doute. Mais la mort, évidemment, quand on écrit un roman, on est confronté à ces grandes questions. Il y a le temps, ça c'est sûr. La mort, oui, ces choses-là. La souffrance des autres, la sienne. Écrire un roman, c'est peut-être aussi agiter un leurre devant la mort. C'est peut-être cela aussi. J'entends le bruit lointain d'un marteau qui cogne contre un essieu, et c'est comme si le train m'enveloppait maintenant. Je vois l'ombre courbée d'un paysan en contrebas. Une rafale de neige l'emporte à l'instant où le train démarre lentement. Une masse informe et stupide que rien au monde ne saurait arrêter et qui m'entraîne dans son mouvement. Je suis dedans et dehors à la fois. Tout s'efface. Je perds la notion de l'espace et du temps,
et voit des fondrières, de petits oiseaux, un épervier et des corneilles volant sur un fond d'herbe agité par le vent. 1. 2. Des charrettes broient des pierres sous leurs roues. De grosses gouttes de pluie tombent sur une terre détrempée. Quelqu'un entre ou sort d'une maison de briques rouges, humide de la rosée du matin. La pluie tombe sur les champs. Une file de mules lourdement chargées longe un précipice sous la lune. 100. 1. Des maisons coniques, les unes basses, les autres élevées, surgissent avec des fenêtres étroites et obliques, d'où s'échappent des capucines violettes qui grimpent le long des murs. Un rire lointain retentit, une chanson s'élève et meurt dans une bouche qui flotte au bas d'un visage qui est une flaque de ténèbres. Viens, allons boire du vin. Si nous ne buvons pas maintenant, quand donc boirons-nous? Un jour gris surplombe une rue envahie d'herbes folles. Dans une plaine crépusculaire, rougeoie de lointains incendies. 100. Un lézard grimpe sur un arbre, un autre descend. Un colibri explore une fleur. De vastes papillons voltigent dans un air chargé de sifflements, rongements, cliquettements. Je me bats pour rester éveillé, ouvre grand les yeux. Ce qui m'arrive, je le sais, et ne le veux pas. Les livres me dévorent, ils ont attendu tout ce temps, et ma faiblesse actuelle pour voleter autour de moi, sans ailes et sans poids, mais avec des becs pour me détruire. Ma faiblesse est grande, est immense. Je ne peux que me soumettre et accepter, et au moins, pour quelques-uns, apprécier leur façon de me veiller, en me laissant croire qu'ils se soucient de moi. Je me débat, ne veux pas perdre à nouveau conscience. Ma bibliothèque, je l'ai toujours su, est un tombeau, et je suis là, couché dans ces débris éparpillés, en but à ces derniers assauts. C'est comme une plateforme mobile, battue par un vent violent, sur laquelle des livres répondent à l'appel d'un contrôleur à la tête de chacal, agitant leurs pages pour me réchauffer. Je sens leur présence autour et au fond de moi, ne peux les saisir ni les feuilleter comme autrefois. Mes yeux se ferment, mon esprit bat une campagne qui n'est qu'une fuite de lignes. Derrière ma nuque immobile, à nouveau le cercle de voix se referme, me submerge. 1, 2. Quand je mourrai, on pourra peut-être dire à des gens qui m'ont connu, ah tiens, ça c'était lui. En effet, c'est possible. Mais c'est une piètre éternité quand même. Mais c'est juste un souvenir, plutôt un souvenir de quelqu'un qui s'effacera comme s'efface toute chose.